Ce guerrier aux cheveux d'or et à la moustache conquérante se nomme Astérix. Il est gaulois de naissance, irréductible de caractère et mangeur de sangliers de tradition. Il habite le seul village de Gaule à n'avoir jamais été occupé par les Romains, un petit village d'Armorique qui sent bon l'air iodé et le poisson frais. Comme tout à chacun, Astérix a des parents, bien que dans l'univers dessiné qui est le sien, on parle plutôt de créateurs que de parents. Et ces créateurs se nomment René Goscinny et Albert Uderzo. J'ai commencé comme dessinateur, c'est-à-dire moi ce que j'aimais c'était raconter des histoires. Et je trouvais que la meilleure façon de les raconter c'était de les dessiner. Et alors j'ai commencé professionnellement dans une agence de publicité. Et puis ensuite de cela, j'ai continué à dessiner. Je suis allé aux États-Unis où j'ai également dessiné. J'ai commencé à faire du dessin pour enfants. J'ai été directeur artistique chez un éditeur qui a fait faillite, l'un n'ayant pas un rapport direct avec l'autre, bien que son avis soit tout à fait contraire au mien à ce sujet. Ensuite de quoi j'ai fait de la bande dessinée dont je faisais les dessins moi-même. Et plus je dessinais, plus on me demandait d'écrire. Et alors vous savez dessiner, vous savez écrire. Oui, on trouvait que là, c'était pas exactement ça. Je dois dire que j'étais un dessinateur, je le suis toujours d'ailleurs, très médiocre, et j'ai commencé à écrire, et j'ai connu Uderzo qui, lui, dessinait et écrivait ses scénarios. Très médiocrement également, d'ailleurs. Alors, c'est de l'union de nos médiocrités, nous nous sommes épaulés l'un l'autre. Moi, j'ai commencé, évidemment, relativement tôt, parce que j'avais 18 ans. Je n'avais pas du tout l'idée de faire de la bande dessinée mon rêve. C'était le rêve américain avec Disney. En lisant les petites annonces en François, où je lis studio d'animation, recherche animateur. Je saute là-dessus. Je me présente, et il fallait que je me présente quand même avec quelque chose. Alors, j'ai fait un semblant d'animation, mais je ne connaissais pas du tout ce métier. Mais je savais que c'était une superposition de dessins qui, bon... j'ai apporté ça, le patron qui s'appelait De Vella, d'origine bolivienne, qui avait un tout petit studio, rue Pia, à Belleville, m'a dit « D'accord, vous commencez quand vous voulez. » Et c'est comme ça que j'ai démarré dans un film qui s'appelait Clic-Clac. Clic-Clac, c'était l'histoire d'une clé à molette qui avait des bras, des jambes, qui avait un œil sur le milieu du truc, et puis évidemment, la mâchoire était formée par la mâchoire de la clé à molette, qui était un film épouvantable. Je suis pas resté longtemps, j'ai été vraiment, non pas seulement pour ça, mais j'ai vu que c'était pas du tout ma tasse de thé. Ça réclamait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, ce qui fait que je m'en suis échappé et j'ai fait de la bande dessinée parce que ça va de soi, de dessin animé, on passe à la bande, une autre bande. Dès leur première rencontre, Albert et René sont devenus amis, complices même. Le genre de complicité qui provoque des dégâts dans les cours de récréation et des éclats dans les pages des bandes dessinées. Une complicité qui allait les amener jusqu'en terre gauloise. Notre collaboration a commencé il y a de cela 15 ans. Nous avons commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Je faisais des textes pour Uderzo, qu'Uderzo illustrait. Nous avons ainsi créé pas mal de personnages, notamment Papa le Peau Rouge, Pistolet, qui était un corsaire. C'était toujours des histoires humoristiques jusqu'à arriver à Astérix. Nous devions faire une histoire, nous devions créer une histoire, et nous cherchions quoi faire, et puis nous avons cherché, disons, au point de vue chronologique, où nous allions placer cette histoire. Nous ne savions pas du tout ce que nous allions faire. Et puis on a dit, tiens, les Gaulois. Et ça m'a paru tout de suite une bonne idée, parce que les Gaulois étaient un peu oubliés en France, alors que tout le monde connaissait, vous savez, tout le monde, les premières pages des manuels d'histoire, nos ancêtres les Gaulois, etc. Et tout d'un coup, on s'est mis là-dessus, et en 2 heures, on avait inventé Astérix, le chef, le village, les Romains, la potion magique. Tout a été créé en 2 heures. Voilà, Astérix était prêt à naître. Il ne restait plus qu'à peaufiner son apparence physique, car des guerriers gaulois, il y en avait des tas, surtout des colosses à l'allure belliqueuse et aux pectoraux forgés dans l'acier. La naissance officielle d'Astérix porte pour date le 29 octobre 1959. Elle bénéficia d'un cadre prestigieux, le premier numéro du journal Pilote.
Si la plupart de ses amis sont nés le même jour qu'Astérix, ou quelques semaines plus tard, il n'en fut pas de même pour un petit animal de race indéterminée, mais de charme indéniable, qui ne tarda pas à s'imposer comme un fidèle compagnon. C'est venu d'une façon curieuse, c'est venu comme une sorte de petite expérience, d'un pari que nous nous sommes fait dans une des histoires d'Astérix. C'était le Tour de Gaulle, à un moment donné. Le petit chien apparaissait, minuscule, et personne ne le regarde. Pendant toute l'histoire, personne ne le regarde, mais il est toujours là. Il est dans toutes les images. Il y a ce petit chien minuscule qui les suit. Personne ne fait attention à lui. Et nous, notre idée, c'était de voir si les gens allaient le remarquer, si les lecteurs allaient le remarquer. Et puis, à la fin de l'histoire, simplement, Obélix se retournait, il disait « Tiens, un petit chien », et il lui donnait un os. Eh bien, ça a été incroyable parce que les gens n'ont vu que ça. Enfin, vraiment, on a reçu des lettres et tout. Ce chien était devenu la grande vedette de cette histoire. Idéfix aurait pu s'appeler autrement, puisque ses créateurs eurent à choisir parmi une ribambelle de noms, dont Patracoursix, Paperdurix, Trépetix, Pindépix, Toutous-en-Prix, Minimix et bien d'autres. Cette fois, ils étaient tous réunis. Tous, c'est-à-dire les habitants du village gaulois, prêts à vivre en bonne entente dans une ambiance de saine et joviale camaraderie. Ah, voilà le printemps, Astérix. Oui, le village se réveille. Donner des baffes aux Romains, déjouer leurs pièges, contrecarrer les plans du grand Jules, leur valut de nombreux succès. Tout le monde finit par connaître les exploits des Gaulois et le nom d'Astérix. Tout le monde, pas tout à fait. Tu connais Astérix? Oui. Qui est-ce? C'est un Gaulois. C'est un Gaulois. Il a pour compagnon Obélisque. Ben, je pense que c'est un petit personnage par Walt Disney, quelque chose comme ça. C'est un Gaulois. Ben, c'est des Gaulois qui luttent contre les Romains. Un Gaulois très très fort, très gros, qui est tombé dans un potion magique quand il était petit. Ah non, c'est son copain. Astérix, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Astérix est un Gaulois qui est très fort. J'ignore complètement qui ça peut être. Un petit Gaulois très fort. Astérix, c'est un peu tout le monde, quoi. Aussi bien pour les jeunes que pour les vieux. Comme personnage Oui. ou le symbole de ce qu'il représente? Est-ce que vous connaissez Astérix? Astérix? Oui. Hystérique, je connais. Oui. Est-ce que vous connaissez Astérix? Enfin non, je connais pas, mais j'aurais bien connaître. L'artérite. Astérix. Je connais pas. L'astérite, je ne connais pas. L'artérite, oui, je sais ce que c'est. La vraie réussite se concrétisa avec le Tour de Gaulle. Et elle ne cessa de prendre de l'ampleur. Plus les villageois résistaient aux Romains, et plus nombreux étaient les lecteurs à savourer leurs péripéties, au point que dès 1975, on put dresser un premier bilan. Traduite dans presque toutes les langues, en turc, en japonais, en finnois et même en latin à l'usage des écoliers, les aventures d'Astérix ont fait couler plus d'encre qu'il n'en faudra jamais pour les écrire. Cité en Conseil des ministres, étudié en Sorbonne, analysé, disséqué, critiqué, célébré, Astérix est devenu un phénomène. Dans sa potion magique, les interprétations de droite ou de gauche, dans chaque pays d'ailleurs, ont cru trouver le symbole de l'homme politique providentiel, celui de l'indépendance nationale, de la force de frappe, et même parfois ont mis sous le casque d'Astérix les aspirations du français moyen. Le monde entier lisait les aventures d'Astérix, et ces aventures l'amenaient dans le monde entier. Parfois exotiques, souvent périlleuses, toujours humoristiques, elles étaient suavement concoctées par René Goscinny. Mes sources de documentation, eh bien, ce sont tous les livres que je peux trouver sur le sujet de la Gaule. Ça va des commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, jusqu'à ce que je peux trouver dans le Petit Larousse, ou dans n'importe quel livre. Enfin, j'ai des livres, pas n'importe lesquels, d'ailleurs, j'ai des livres de Carcopino, j'ai des livres de Hédou, etc. Et je me documente le plus possible. Et à partir du moment où je me suis documenté, j'oublie tout pour écrire mon histoire, puisque mon but, ce n'est pas d'instruire, mais d'amuser. Par exemple, nous avons fait des choses sur les problèmes immobiliers. Alors, les problèmes immobiliers existaient à l'époque. Nous avons fait des choses sur les embouteillages, que nous avons appelés les amphorissages. Ça existait, les embarras de Lutèce existaient. À Rome, c'était bien connu, puisqu'ils en étaient arrivés à interdire le passage des chariots dans la journée. Ils pouvaient rouler que la nuit. Et il y a comme ça tout un tas de choses. En politique, la politique des Gaulois et la politique des Français sont deux choses très très similaires. C'est un foisonnement où tout le monde voulait être chef, tout le monde avait un programme électoral extrêmement séduisant.
Ça se passait parfois un peu plus brutalement que maintenant, disons plus ouvertement que maintenant, mais tout ça se retrouve. Et les albums succédèrent aux albums, amenant Astérix à partager les petits tracas de bien des Gaulois et de bien des Français. Nous avons évoqué l'immobilier. Nous n'avons pas oublié les face-à-face politiques. Nous avons parlé des vacances. Les impôts ont attiré notre attention. Nous avons convié nos lecteurs dans un resto-route. Les énarques et la publicité nous ont amusés. Il a été aussi question des embouteillages et des provinciaux à Paris. Et puis, parmi les caractéristiques de vos personnages, il y a, je crois, un défaut que l'on reproche souvent aux Français, la vantardise. Oui, si on veut, c'est-à-dire que nos personnages se sont un petit peu vantés, peut-être, en disant qu'ils ont introduit la corrida en Espagne. Ils ont apporté le thé en Angleterre. Et pour finir, comme ça, en passant, ils ont découvert l'Amérique. On oublie totalement la carrière, entre guillemets, d'Astérix à travers les films d'animation. Tout en restant un héros de papier, Astérix n'allait pas tarder à devenir un héros de pellicule. Astérix, star de cinéma, Père Bélénos, pourquoi pas? Il faut dire que ces deux créateurs étaient depuis longtemps passionnés de dessins animés, au même titre qu'un de leurs amis qui allait se révéler un partenaire de première importance. Dans toute séance de cinéma, on voyait un dessin animé. Donc, tous les trois, nous étions des gens qui adorions le dessin animé. C'était absolument pas pour nous oh, c'est un truc qui amuse les gosses. Ils en parlaient peu, mais pour eux, c'était un rêve, c'était d'arriver à faire du dessin animé. C'est le fait d'avoir vu les films avant-guerre. Alors, ça commençait par les courts-métrages, bien sûr. Parce que, en fait, le premier, on le sait, le premier grand-métrage Blanche-Neige n'est apparu en France qu'après la guerre. Puisqu'il est sorti en 1938, je crois, aux États-Unis. Bon, est arrivée la guerre, et il n'a pas eu le temps de passer en France, enfin, je ne pense pas. Sinon, je l'aurais vu, et je l'ai vu après la guerre, et j'étais enthousiasmé par ça. Mais j'avais déjà été enthousiasmé par tous les Mickey, tous les Pluto, tout ce qui apparaissait à l'époque, et puis aussi les films de Max Fleischer, qui sortaient avec les Popeye, qui m'enchantaient également. Donc, j'avais envie de rentrer dans un studio d'animation pour essayer de devenir le Walt Disney français, quoi. Tu sais, quand on est jeune, on a la grosse tête. Hein. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, je rêvais de travailler chez Walt Disney. Malheureusement, le rêve n'était pas partagé par Walt Disney. Nous en sommes restés là. Les premiers essais à l'écran d'Astérix datent de 1963. Il avait 4 ans. Cela se passait au service de recherche de l'ORTF sur une étrange mais efficace machine que l'on appelait l'animographe, dont le créateur était Jean Dejoux. Alors, nous avons conçu une machine qui se trouve être en 2 parties, une table à dessin qui est reliée à une visionneuse. Oui. Cette table à dessin, cette table à dessin attend qu'on dessine. Alors, premier dessin, il y a une feuille de papier qui attend que nous la remplissions. La notion de mouvement. Mais alors, la notion de mouvement sera obtenue, cette fois-ci, non plus par 24 images dans une seconde, mais par 5, par 6 ou par 3.
Et voilà, mon animation est partie. Avis aux mères de famille. Le clou de la foire exposition de Turin est la machine à laver les bébés. Propreté, rapidité, confort pour la mère et l'enfant. Cette nouvelle machine nous rend bébé le plus propre du monde. Naturellement, Astérix ne tarda pas à montrer le bout de son casque ailé. Jean Dejoux m'avait demandé justement de faire un petit essai. Alors j'ai fait un petit essai de dessin animé. C'était quoi? C'était, pas moi, 3-4 secondes d'animation, hein, pas plus. L'animographe, pour moi, c'est un épisode, si vous voulez, qui m'a pas tellement marqué, parce que pour moi, c'était pas vraiment du dessin animé. C'était une tentative de créer du dessin animé bon marché. Jean Dejoux ne renonça pas à Astérix. Il demanda à René Borg d'envisager la fabrication d'un long métrage qui reprendrait case par case le premier album des aventures du Gaulois. Je fais le dessin numéro 1, quand on voit de mémoire César asservir Vercingétorix qui jette l'épée. Et puis il y a un cycle que j'avais fait d'une série en perspective de soldats romains qui défilent. Donc je suivais les images. Afin de faciliter son travail, René Borg alla voir l'éditeur d'Astérix, Georges Dargaud, qui lui ouvrit grand ses portes et ses tiroirs. Monsieur Dargaud nous a dit « Ah ben écoutez, il faut prendre les albums l'un après l'autre. Alors vous prenez l'album numéro 1, Astérix le Gaulois. » Donc, il m'offre les 2 bouquins, que j'ai toujours, et je commençais à dessiner, et je me disais « C'est curieux parce que je ne veux pas déchirer la page pour la glisser sous l'animographe et redécalquer pour aller plus vite. Ça me fait suer. Et quand j'avais vu Albert dessiner, je me suis dit, c'est curieux, il a un format qui m'intéresse. Et il est en noir et blanc. C'est-à-dire que là, je peux photocopier, etc. Et bêtement, je vais voir monsieur Dargaud et je lui dis, si j'avais les planches originales, cela me faciliterait la mise en place dans mes cadrages. Dargaud, sans me prévenir, fournit tous les originaux du premier album, c'est-à-dire le Gaulois, et il les donne à Dejoux pour que Dejoux fasse un film. Et je cherche, moi, ces originaux, je les trouve pas. On me dit aux archives, ben non, on les a pas, sans me dire d'où ça. Et un jour, j'annonce ça à la presse, à un journaliste, j'aimerais bien retrouver ces originaux. Et Dejoux tombe là-dessus. Il revenait des États-Unis parce qu'il essayait de vendre là-bas son appareil. Il m'écrit une lettre en me disant cher Albert, si vous voulez, moi je les ai, les originaux. Oh. Alors j'ai cavalé chez lui en province. Et il était honnête, parce qu'il aurait pu très bien les garder. Malheureusement, un polytechnicien perdu dans les dédales de l'ORTF se pencha sur l'animographe et, sans rien y comprendre, décréta que cette drôle de machine n'avait aucun avenir. Cela mit fin illico au projet de long métrage d'Astérix. Ce fut bien à la télévision qu'il fit ses vrais débuts d'acteur. Des débuts qu'il dut à ses créateurs, puisque ce sont eux qui inventèrent la trame de ce divertissement. Mais il les dut également à un réalisateur qui était leur ami public numéro 1. 1964, c'est le début du grand succès, bientôt international, d'Astérix. Et à la télévision, des grands directeurs se disent « mais il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose avec Astérix ». Réunion avec Goscinny et Uderzo. Et finalement, René propose une solution. Il dit « moi, je vous propose qu'on fasse un téléfilm qui parlera du monde d'Astérix, mais qui ne sera pas astérixien exactement ». Et c'est comme ça qu'il a proposé Deux Romains en Gaule, qui est l'histoire au milieu des gags habituels des Gaulois, qui est la présence de 2 soldats romains, Prospectus et Ticket de bus. Il y avait donc quelques petites séquences très brèves d'animation. Roger Jean-Marc, on y va. Silence, le rouge. Dans ce téléfilm baignant dans l'humour et l'anachronisme, Obélix et Astérix ne furent pas les seuls à jouer la comédie. Il y eut du beau monde, sans oublier 2 auteurs de renom qui y firent également une apparition. Astérix avait enfin effectué ses premiers pas sous forme de dessin animé.
Après ce galop d'essai, il n'aspirait plus qu'à une chose, un grand film de cinéma. Ça n'allait pas tarder. On commençait à le réclamer un peu partout et ce fut un studio belge qui lui offrit son premier grand rôle en couleur. Pourquoi avoir créé Bellevision? Eh bien, je crois que la vraie raison, c'est d'avoir voulu faire l'inverse de Walt Disney. Parce qu'à un moment donné, la télévision se développait et je me suis dit, Walt Disney a fait des films et puis il en a tiré des albums. Pourquoi ne pas faire l'inverse? Bellevision, c'est avant tout un éditeur qui devient producteur. Donc tout d'un coup, un catalogue papier qui devient un catalogue pellicule, cinéma. Donc c'est ce qui s'est passé, donc, que ce soit avec Tintin, Astérix, il y a eu des tests Cubitus, il y a eu du Marsupilami, enfin il y a un petit peu toute la ménagerie de la bande dessinée franco-belge. Il y a une énorme partie qui est passée par ce goulot ici, qui est Bellevision. Nous avions une équipe suffisante qui ont dit, mais pourquoi on ne ferait pas un Astérix? Alors, ils ont commencé, on a examiné ça. Dargaud, qui était de passage à Bruxelles, connaissait rien dans le dessin animé, on lui a montré un bout de film, il a dit, mais c'est formidable. Alors on a dit, c'est pour la télévision. Alors, je suppose qu'il l'a dit à ses auteurs, je ne l'ai jamais su, mais nos animateurs se sont pris au jeu, se sont renforcés, ont trouvé d'autres animateurs, et puis on a décidé, on va faire un Astérix complet. Et on a choisi le premier avec le cas des Gaulois. Et tout le monde s'est passionné, et puis un beau jour, on avait un film complet. Le problème, c'est que les auteurs ne le savaient pas. Dargaud, qui, bon, connaissait encore une fois, paix à son âme, qui était un être un peu particulier, disposait des choses dont il n'avait pas le droit de disposer. C'est-à-dire qu'il a donné à Bellevision, qui était donc avec son ami Leblanc, l'autorisation de faire un film. C'est même lui qui a demandé qu'on fasse un film avec le premier album d'Astérix. Et sans nous mettre au courant. Et il nous a mis au courant quand le film était terminé et prêt à être vendu. La production d'Astérix le Gaulois fut lancée en respectant de très près l'album paru 7 ans auparavant. Le succès commençait vraiment à grandir et comme Raymond Leblanc était l'éditeur en Belgique d'Astérix et qui était ami avec Dargaud, enfin ils travaillaient ensemble, Dargaud éditait la version française de Tintin, donc ils se sont dit voilà, là il y a un potentiel de film, il y a des milliers de lecteurs qui sont des spectateurs potentiels, donc transformons les lecteurs en spectateurs et ils ont décidé d'adapter Astérix, mais pour la télé. Le Gaulois, c'était une toute petite équipe, hein, je ne me souviens plus, on devait être une dizaine dans le studio. Il y avait le traçage coloriage à pair, et c'était une ambiance où on rigolait beaucoup, on faisait des vannes. Ça, c'était très gai. Et alors, on était quand même passionné vers ce qu'on faisait. On travaillait quand même beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup le personnage Astérix, je veux dire. J'aimais beaucoup mieux ça que Tintin, par exemple. Le film a été coproduit Bellevision Dargaud, mais c'était toujours prévu pour la télévision. Bellevision voyait grand et voyait loin. Alors qu'Astérix le Gaulois commençait à sortir des crayons des animateurs, 2 autres dessins animés furent mis en chantier. Après le Gaulois, on a enchaîné sur 2 autres dessins animés d'Astérix. Hein, le succès étant là, on a continué à travailler, et puis on a appris après que les auteurs n'étaient pas contents. Quant à Astérix le Gaulois, il fut totalement terminé, prêt à être diffusé à la télévision. Et puis, un jour, quand on était à Paris avec le film, il a montré ça à ses amis, distributeurs. C'était les frères
Siritsky, oui. Ils ont vu ça, ils ont examiné ça en disant « Mais c'est formidable !» Et Astérix est déjà connu. Il dit « Nous prenons les films dans les salles. » Je ne sais pas, je n'ai jamais su ce que Dargaud a répondu, s'il a mis les auteurs dans le coup, mais je ne le crois pas, parce qu'à un moment donné, on a annoncé la sortie du film, et avant la sortie, je suis allé le présenter avec toute l'équipe. Donc, à Dargaud. Et en même temps, il avait invité les auteurs qui étaient assis sur leur siège et qui découvraient pour la première fois Astérix le Gaulois. On était sidérés avec Goscinny d'avoir ça. Alors évidemment, ça nous a quand même déplu, d'abord parce que l'animation était épouvantable. C'était un film qui était fait pour être découpé en tranches pour passer en feuilleton de télévision. D'où le manque de qualité, si vous voulez, de l'animation. Et en plus de ça, on apprenait en même temps, on a dit ouais, on n'est pas très content, mais enfin, et timidement l'autre nous dit, alors il y en a un autre qui est quasiment terminé, c'est La Serpe d'Or. Alors là, on a sauté en l'air, on a dit non. Alors là, La Serpe d'Or, vous foutez en l'air tous le master et toutes les copies, parce que ça, on marche pas. Alors là, alors il a tenu parole, parce que je pense pas que le film ait vu le jour, mais il était fini. Alors ce qui était drôle, c'est quand on allait, après chez Belle Vision, parce qu'on a fait d'autres films avec eux, le jour où on arrivait, ils enlevaient toutes les pièces qui restaient encore sur le film La Serpe d'Or, les cellos qui restaient, ils planquaient tout ça dans les coins, pour pas qu'on le voie. C'est une chose qui les a navrés et scandalisés. Scandalisés que ça soit fait à leur insu, et navrés parce que c'était pas très vif, quoi. Mais Astérix le Gaulois était, enfin, comme on l'avait expliqué, c'était un produit destiné à la télévision, hein, donc c'était pas fait pour être vu en salle. Donc sur grand écran, c'était un peu décevant, évidemment. Il ne faut pas les voir en tant que produit cinématographique, mais il faut les voir en tant que produit de série télé. Et alors, il faut plus les comparer avec les pierres à feu, les Flintstones ou les productions d'époque. Et à ce moment-là, oui, ça correspond à cette qualité-là, à ces budgets-là aussi, parce qu'évidemment, il y a le budget. J'ai vu un cinéma avec les dessins, enfin, Astérix devant, et qu'il y avait plein de monde, des photographes, etc. Et je sais que c'était la première d'Astérix au Gaulois. Je me souviens toujours que leur premier cinéma qu'il a passé, c'était le Balzac, sur les Champs-Élysées, et c'était en hiver. Et alors, comme il y avait beaucoup d'enfants, évidemment, qui allaient le voir, il y avait une queue énorme. Alors, ils avaient installé des petits sièges en carton pour les enfants, et ils distribuaient des boissons chaudes qui étaient sous-entendues de la potion magique. C'est marrant. Et puis, le film a été lancé, et il a eu plus de succès qu'on ne croyait. Et alors, les auteurs se sont consultés, ont réfléchi, ont dit, écoutez, on va encore attendre un petit peu pour faire un suivant. Mais notre équipe, qui s'était agrandie pour le Gaulois, avait besoin de travailler. Alors moi, j'étais très inquiet en me disant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Belle Vision allait faire? La réponse paraissait évidente, continuer de fabriquer des dessins animés d'Astérix. Pas La Serpe d'Or, ni Le Combat des Chefs, dont le matériel avait été détruit, mais un autre, avec cette fois la collaboration de René Goscinny et Albert Uderzo. Les deux auteurs exigèrent le contrôle total du projet, dans la mesure du possible, avec pour condition première que ce film soit destiné au cinéma. Nous avions une volonté, Goscinny et moi-même, c'est de ne pas faire de film pour la télévision. On avait été tellement mal servis au départ qu'on se méfiait. Et on disait, on veut bien accepter de faire un long métrage, mais pour les salles de cinéma. D'abord parce que les budgets sont plus importants, et ce qui nous permet d'avoir quand même si ça n'arrive pas à la hauteur d'un film de Disney, ça a quand même une qualité quand même supérieure à la moyenne. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu des tentatives de faire des films, ça a été uniquement pour les dessins animés cinéma. Et un jour, ils m'appellent et ils me disent, voilà, on a fait le scénario, on est content, ça marche bien, ça roule, mais c'est un peu court.
Parce que, en général, dans les productions de dessins animés, on souhaite qu'un dessin animé fasse 1h20, 1h... Les grands Disney faisaient ça à l'époque, aux environs d'1h20, et ils arrivaient, je ne sais plus, à 1h12. Et ils disent, alors, il faut absolument qu'on réussisse à trouver 7, 8, 9 minutes de séquences qui s'intègrent dans le film, mais qui le rallongent. Alors c'est là où je leur ai proposé 3 séquences sur lesquelles nous avons travaillé, qui étaient la recette du gâteau empoisonné, qui était très cocasse et qui était chantée en plus. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Il y a eu le bain de Cléopâtre, qui était aussi chanté, avec un tigre superbe. Et puis le rêve d'Obélix, quand ils sont dans le désert affamés et ils rêvent. Et là aussi, c'est une chanson de Goinfre, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vite les quenottes qui prend des grignottes. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, braves gens. L'appétit vient en mangeant. Puis dans les futailles, viens nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. Nous les avons vus bouger d'abord au crayon, et puis des petits morceaux sur l'écran de quelques secondes. Et puis peu à peu, on les a vus bouger pendant 1h10 et en couleur et avec de la musique, et on les a vus parler, puisqu'on les avait déjà entendus, mais là on les a vus parler, c'est assez émouvant. Donc là, ils sont investis, les auteurs étaient aux commandes, ils ont eu une équipe qui était bien rodée ici, et je pense que les deux ensemble ont donné le film Astérix et Cléopâtre, qui est en effet un film cinématographique. Donc on dépasse, et qui n'est pas non plus une adaptation textuelle, qui est une adaptation réelle, où les auteurs ont apporté une dimension dans le son, dans le mouvement, etc., qui était inédite dans l'album. Donc ils ont vraiment... C'est un plus. Les deux sont ces deux œuvres, en fait, la BD et le film. Ils étaient heureux de faire Astérix et Cléopâtre pour effacer la mauvaise impression qu'ils avaient, qu'avaient beaucoup de spectateurs, du premier dessin animé très pauvret, très linéaire, qui s'est fait à Bellevision. Et Bellevision était une très bonne boîte de dessins animés là-bas à Bruxelles. Et il y avait en particulier de remarquables décorateurs, ce qui est une partie très importante, mais pas toujours réussie. Là, c'était vraiment très bien. René Goscinny et Albert Uderzo découvrirent les subtilités de l'animation d'un long métrage, apprécièrent le savoir-faire des animateurs belges et se laissèrent envoûter par les effluves de la capitale bruxelloise. Il y avait cette usine de chocolat à côté du studio, et alors un jour on sortait avec un des animateurs qui hume l'air, qui dit « ça sent le chocolat, il va pleuvoir ». C'est parce que quand le vent soufflait de l'usine vers le studio, c'était signe de pluie. Au sein des studios Bellevision, on avait conscience du challenge à relever, se hisser à la hauteur des dessins d'Uderzo et du scénario de Goscinny. En conséquence, s'instaura une nouvelle ambiance. Elle était plus passionnante parce que les animateurs de Bellevision étaient heureux d'avoir des conseils de l'auteur. L'auteur est quand même le seul à savoir ce qu'il veut. Et l'auteur, notamment, a ajouté des gags que nous n'avions pas prévus. Et disons qu'ensemble, on a formé une équipe homogène. C'était plus du tout la même ambiance, on travaillait plus le soir, on avait diminué les salaires par 2. On travaillait pour Bellevision, comme on était mal payé, on disait bon, si c'est pas parfait, ça fait rien. Il y a plusieurs animateurs, ils disaient c'est bon pour Bellevision, ça c'était le mot. La salle de vision, pas quand le blanc était là. C'était très, très long, très laborieux. C'était surtout quelquefois très décevant parce que quand on disait non, là ça va pas, ou le graphisme n'est pas tenu, ou bien le mouvement n'est pas bon. Oui, on nous disait oui, mais enfin, vous comprenez, il y a 2 minutes, ça coûte autant. Donc on a été obligé de laisser passer. Et finalement, notre travail consistait à voir que les choses n'étaient pas bien faites, mais qu'on ne pouvait pas les refaire. Enfin, Astérix et Cléopâtre fut projeté dans les salles obscures en décembre 1968, seulement 1 an après la sortie d'Astérix le Gaulois. Gaulois venus de loin pour m'accabler de haine, je saurais vous montrer comment meurt une reine, je saurais... Mais non,
mais non, regardez. Mon petit chien a un message pour vous. Oh, qu'il est mignon! Que l'on apporte un os pour ce petit chien. C'est un film totalement magique qui est très très proche de l'univers de la BD, qui suit absolument merveilleusement l'histoire de la BD. Et puis la voix de Cléopâtre, voir Cléopâtre bouger, très peu capricieuse comme ça. Non, il y a plein de moments très forts dans ce film-là. Les films avant étaient un peu plus monotones. Ici, avec Astérix et Cléopâtre, c'est plus jazzy et il y a quelque chose qui capte le lecteur. Le lecteur est dans un crescendo, enfin le spectateur, un lapsus. Les films ont eu énormément de succès. Je pense que les enfants ont beaucoup apprécié. En tout cas, il y a certaines productions qui ont vraiment marqué au fer rouge les imaginaires d'enfants. Donc, je pense que ça a rempli son rôle, certainement. Et puis, ça a rempli un énorme rôle au niveau de la diffusion de la bande dessinée. C'est-à-dire que sans Bellevision, je pense que ce soit Astérix, Tintin ou d'autres productions, aurait eu un impact culturel ailleurs de la Belgique et de la France bien moindre. Je pense que beaucoup de gens ont découvert d'abord par le dessin animé, et puis petit à petit ont remonté le fleuve et ont découvert la création originale. Ce qui est très très positif. Pratiquement tout le monde était content. Goscinny et Uderzo décidèrent de prolonger leur collaboration avec le dessin animé, mais pas forcément avec la Belgique. Dargaud, lui, voyant le succès que ça prenait, et comme Astérix était français, il n'a rien trouvé de mieux en accord avec Goscinny, parce que ça l'embêtait de faire la navette une fois par semaine. Ils ont dit pourquoi ne pas faire un studio comme Leblanc, mais à Paris. Albert et René créèrent une structure inédite en France, un studio d'animation destiné à produire des longs métrages à gros budget. Le studio Idéfix était né. C'est une idée qui nous est venue à Goscinny et moi-même, et Dargaud d'ailleurs ne le mettons pas à l'écart, d'où la raison d'ailleurs de nous réunir à trois pour constituer la société de ce studio. Parce qu'on voulait avoir, là encore, un petit peu plus d'indépendance par rapport à nos amis belges qui faisaient une quantité astronomique de films à l'époque. Il n'y avait pas, à cette époque-là, une entreprise comme Idéfix. Ils se la sont offertes exactement comme dans les histoires 1920, il y a des gens qui se payent une danseuse. Et bien eux, ils se sont payés leur boîte, qui était magnifique. Il y avait 2 caméras verticales qui venaient d'Angleterre, qui étaient très coûteuses, mais d'une efficacité magnifique, et tous les animateurs étaient bien installés. Donc, oui, Uderzo et Goscinny étaient passionnés par le dessin animé et heureux de pouvoir s'y livrer. Chacun prit son nouveau travail à cœur. J'ai été très heureux de me dire, tiens, on est indépendant, on fait des films, nos films, et nous tenons une équipe pour la faire. Bon. Il y avait une ambiance agréable, c'était très, très chouette. Vous savez, le dessin animé, c'est quand même très particulier. Les animateurs de dessin animé sont en général des gens qui ont un talent fou, tant sur le plan du décor que sur le plan de l'animation. Et ce sont des gens qui prêtent leur talent à quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'amour de ce métier qui permet de rentrer dans ce métier et de proposer son talent pour que d'autres en profitent. Ce qui me gênait d'ailleurs moi un peu quand même, parce que j'ai toujours eu cet instinct de ne pas profiter du talent des autres, et là j'étais un peu obligé de l'accepter quand même. Parce que un film d'animation, c'est en moyenne 400 000 dessins, et je ne me voyais pas faire 400 000 dessins. J'aurais pu y assez de ma vie entière pour les faire. J'ai appelé une personne tout à fait par hasard, et que j'avais connue chez Jean Image, et qui m'a dit au téléphone, tu fais bien de m'appeler, il y a un studio qui va s'ouvrir. Ils vont faire un Astérix dirigé avec Goscinny et Uderzo. Alors pour moi, c'était l'apothéose, quoi. Dans ma vie, j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer Disney, mais j'ai eu celle de rencontrer et de travailler avec Goscinny et Uderzo. C'est un cadeau de la vie. On ne trouvait pas suffisamment de dessinateurs d'animation en France. On a dû travailler avec des étrangers. On a eu même 2 Américains qui venaient de chez Disney. Ils ont contacté le syndicat de l'animation aux États-Unis et ils leur ont envoyé 2 animateurs qui sont venus. Il y en a un, il a eu du mal à s'adapter. Il nous a raconté que sa femme s'était cassé 2 côtes en jouant au bridge.
C'était le prétexte pour partir, on l'a tous cru. Comme pour tout film digne de ce nom, la première grande étape fut l'élaboration d'un scénario. Et, pour marquer le coup, Goscinny et Uderzo décidèrent de partir d'une histoire totalement inédite, ce qui ne s'était jamais fait auparavant et ne se fit plus jamais par la suite. On voulait justement se détacher de la routine qui consistait à prendre un album, voire 2 albums, parce que là, on s'était dit, puisque d'abord nous sommes nos propres réalisateurs, on va faire un scénario nouveau. Il ne manquait que le point de départ, l'idée qui allait faire bouillir l'imagination de René Goscinny. Il y a eu un moment difficile dans la famille de Goscinny. Son épouse a contracté une maladie épouvantable et il était complètement démoli. Il adorait sa femme, ce qui est tout à fait normal. Et donc il était écrasé et il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus se mettre au boulot. Et justement, c'est à l'hôpital où on attendait justement d'aller voir son épouse, qui était en soins. Et il faisait les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital. Et je lui ai dit, écoute René, si tu veux, on peut essayer de trouver une idée avec les 12 travaux d'Hercule. Est-ce que tu crois pas qu'on pourrait faire les 12 travaux d'Astérix? Là, ça a été pour lui quelque chose qui l'a sorti un peu de la torpeur dans laquelle il était. Et voilà, c'est parti de là. Et là, je voudrais parler d'un des caractères formidables de Goscinny. C'est un homme qui écoutait l'autre. Et si l'idée lui paraissait bonne, il en était heureux. Et cette idée, hop, elle devenait la sienne, il la partageait. Il n'avait à aucun moment, il était trop grand, si vous voulez, pour avoir un sentiment de méfiance ou de rivalité. Cette fois, tout était prêt pour lancer effectivement le studio Idéfix et accueillir toute l'équipe. C'était rue Guillaume Tell. On est rentré dans le studio qui était vide de meubles. Toutes les pièces étaient là, c'était gigantesque, et partout de la moquette. Et ils avaient aménagé pour la circonstance, il y avait un bureau, 2 chaises, et plein de chaises devant. Et là, c'est la première fois que j'ai eu le bonheur de rencontrer Goscinny et Uderzo. Et je suis rentré au studio, comme la majorité de l'équipe, le 1er avril 1974. Voilà. Pour être précis, à 9h30 du matin. L'endroit était superbe, surtout pas pratique pour faire un studio de dessin animé. Mais par contre, il y avait un bon petit resto en bas qui s'appelait Au Vrai Beaujolais. Ouais. Pour nous, tout ça, c'était absolument incroyable. Une moquette neuve, des bureaux neufs, tout était neuf. Ça s'était jamais vu en France. De toute l'histoire du cinéma d'animation française, on n'avait jamais vu ça. Et chacun de se familiariser avec le graphisme si particulier d'Astérix et de ses amis. Le tout dans une ambiance studieuse où personne ne songeait à autre chose qu'au dur labeur qu'il fallait affronter. Il y avait des traceuses qui étaient tout à fait mignonnes, il y avait des gouacheuses qui étaient tout à fait mignonnes aussi. Puis bon, moi j'avais 23 ans. Puis tout le reste de l'équipe, c'était ça, quoi. Puis on rentrait dans un milieu qui c'est pas un milieu monstrueusement stressant, le milieu du cinéma. Donc ça s'est passé plutôt bien, c'était vraiment plaisant. C'est une ambiance que j'ai jamais retrouvée après. Après Idéfix, j'ai jamais retrouvé ça, plus jamais. C'était convivial, familial. Il y avait l'aura de Goscinny et Uderzo qui était là en permanence. De savoir qu'ils étaient là, c'était d'un énorme réconfort pour tous. Je pense que Goscinny et Uderzo souhaitaient une ambiance plutôt comme ça, plutôt que la blouse grise avec les manches en lustrine et la visière. Mais c'est comme ça qu'on avance, en tout cas. Ouais. Enfin, à mon avis. Ouais. Bien entendu, René et Albert surveillaient de très près l'avancée des travaux de leur turbulente équipe. Pour Astérix, Uderzo et moi sommes les réalisateurs. Alors ce que nous faisons, bien entendu, c'est nous qui surveillons toute la réalisation, qui donnons les indications, et également qui voyons tous les essais et nous disons oui ça va ou ça ne va pas. Chacun reste dans son rôle. Le dessinateur surveille le graphisme pour voir qu'il soit bien fidèle à son personnage. Moi, je surveille la tenue de l'histoire. Et tout le monde travaille ensemble en équipe. Le dessin animé, plus que toute autre chose, est un travail d'équipe, bien sûr. Mais enfin, quand il y a une décision finale à prendre, c'est nous, les réalisateurs, qui le prenons. Goscinny a fait le scénario et Uderzo a fait tout le storyboard.
Il a fait toutes les planches de modèles des personnages, des dessins très fouillés, des dessins magnifiques, extraordinaires, pour des artistes, de jeunes artistes comme je l'étais et bien d'autres. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. On bavait devant ces dessins. Moi, j'intervenais pour voir si le graphisme tenait le coup. Quelquefois, je pouvais quand même changer un personnage quand il était vraiment très mal fichu. Quelquefois, je ne pouvais pas le faire parce que ça venait de l'étranger. Uderzo, il était présent pour tous les gens qui dessinaient en disant attention, là, l'aile du casque, c'est pas tout à fait ça. Attention, la petite croix là sur le truc de l'épée, la gourde. Non, il était vraiment, vraiment très, très attentif au niveau du dessin. Et René très attentif au niveau de la manière, de la fluidité de l'histoire. Ils étaient concernés, quoi. C'était pas, tiens, amusez-vous, on passe vous voir de temps en temps. Pour René, comme pour Albert, si on décidait de faire quelque chose, on le faisait bien. Je sais que, par exemple, ils avaient envie de faire une série de courts sujets avec Idéfix. Eh bien, n'importe quelle autre entreprise aurait fait des croquis, des études, des lavis. Eux, ils ont réalisé un Idéfix. Ça a été présenté et ça n'a pas été pris, ni par une chaîne de télévision, ni par une société de cinéma, je ne sais pas très bien quoi. Mais ça a été fait. Et ça a été fait comme ça. Ils ont décidé de le faire et hop, ils avaient l'argent pour le faire. Enfin, le film Les 12 travaux d'Astérix fut proposé au public français à partir du 20 octobre 1976. Par rapport aux Astérix précédents, il n'y a pas de problème, c'était quand même vraiment meilleur. Et puis on était tellement dedans, nous on a trouvé ça vraiment très bien, quoi. Avec les défauts du bébé qu'on voit. Quoi. Mais c'était notre bébé. Et Astérix et Obélix en profitèrent pour accorder leur première interview télévisée. Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu quitter votre village pour venir nous rendre visite en direct sur ce plateau. Vous n'avez pas le trac, au moins? Bah, non. Moi, je suis plus à l'aise avec les Romains, mais ça va. Astérix et vous, Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? C'est quoi les Français? Enfin, physiquement, déjà, vous êtes l'un tout petit et l'autre très gros. Ce n'est pas de notre faute. C'est Goscinny et Uderzo qui nous ont fait comme ça. Qui c'est qui est gros? Normalement, je devrais être plus grand. Vous savez, nos ancêtres les Gaulois étaient grands, blonds, etc., etc. Bien, passons en revue quelques-unes des caractéristiques des Français. Enfin, je veux dire des Gaulois. On dit que vous avez tendance à vous mettre facilement en colère, que vous êtes irascible. Irascible, nous, jamais de la vie, partout à tous. Qui c'est qui est gros? Du calme, Obélix, du calme. Oh, pourquoi du calme? Ce type, il a dit qu'il y en avait un très petit et puis l'autre très gros. Alors qui c'est l'autre? Le studio Idéfix n'avait pas attendu la sortie de cette production pour préparer un deuxième dessin animé. Celui-là avait Lucky Luke pour héros. Mais tout n'était pas rose pour autant, car le studio avait du mal à tourner à plein régime. Les commandes manquaient pour faire entrer des sesterces et le temps manquait pour s'imposer. Vous savez, on a essayé de trouver des marchés. Les marchés, c'était quoi? C'était les dessins animés publicitaires. Or, toutes les maisons de publicité à qui nous proposions ça nous disaient « Ah, nous, on travaille avec des studios anglais. » Alors on leur demandait « Mais pourquoi ?» Vous comprenez, on va en Angleterre, ça nous permet d'acheter des pulls en cachemire. C'est aussi basique que ça. Hein. Et on a dû faire 2-3 films d'animation, c'est tout ce qu'on a fait en publicité. Et donc le reste, je vous dis, on n'avait rien à faire et il fallait payer cette équipe qui méritait d'être payée. Et puis le destin, qui ce jour-là ne fit preuve d'aucun humour, s'en mêla. Le nom de René Goscinny, scénariste de génie qui vient de mourir à 51 ans d'une crise cardiaque, restera lié dans l'histoire de la bande dessinée à 3 extraordinaires séries de succès. Is No Good, Lucky Luke et surtout Astérix. Avant de faire mouche à tous les coups avec Le Petit Gaulois, 18 millions d'exemplaires de chaque album vendu à l'étranger, Goscinny avait dû se roder au fil d'une longue et difficile carrière. Avant d'en arriver à la potion magique, se plaisait-il à dire, j'ai mangé de la vache enragée. Il n'y a plus de capitaine, tu vois. Il y avait en dessous du capitaine, il y avait un peu de monde, mais ils étaient tous au même niveau et ils tiraient tous la couverture dans un sens différent. Ouais.
Je pense qu'Albert, il était sous le choc, donc il s'en est pas trop préoccupé. Enfin, il avait d'autres préoccupations, vraisemblablement. Idéfix perdait beaucoup plus d'argent qu'il n'en rapportait. Inutile de continuer à le nourrir indéfiniment. On n'avait pas compris qu'on ne pouvait pas garder à demeure, comme le faisait Disney, une équipe. Et vous savez que dans le dessin animé, vous avez plusieurs phases. Vous avez d'abord ceux qui font l'animation pure, le crayon. Ensuite, les intervallistes. Puis ensuite arrive simplement le traçage et la mise en couleur. Alors, ce sont plusieurs équipes qui ne travaillent pas en même temps. Vous avez les premiers qui travaillent, le second, et ainsi de suite. Et nous, on voulait garder toute notre équipe, ce qui fait que les animateurs se roulaient les pouces, n'avaient plus rien à faire, mais il fallait bien les payer, quoi. Ils avaient un salaire. Il faut savoir qu'entre les 12 travaux d'Astérix et la balade de Lucky Luke, il s'est écoulé à peu près 6 mois, où on a eu des petits travaux à faire à droite, à gauche. D'ailleurs, je me rappelle, on a animé un film pilote avec Idéfix. Mais il faut avoir les reins solides pour pouvoir payer une équipe de près de 50 personnes pendant 6 mois, sans rentrer dans le studio, sans rentrée financière, j'entends. Ce qui fait que le peu d'argent que nous avons gagné en faisant ce film a été complètement bouffé par le maintien de cette équipe. Ça, c'était un vœu pieux de Goscinny qui voulait absolument conserver une équipe qui soit vraiment une équipe maison, quoi. Ça, c'est valable quand on s'appelle Disney et qu'on a une production extraordinaire qui permet, quand une équipe termine dans un sens, elle peut attaquer un autre film. Nous, ce n'était pas le cas. Voilà, donc on a dû fermer là aussi notre studio de dessin animé avec beaucoup de regrets. Moi, j'ai appris plein de choses, là. J'ai bien rigolé. C'était une bonne façon de mettre un pied dans la vie professionnelle. Mais là, j'ai eu la chance de faire un boulot passionnant, de mettre les pieds dedans. Avant ça, je n'avais pas pensé une seconde que je pourrais faire du dessin animé, quoi, à part en amateur, dans mon coin. Ouais. Si nous ne l'avions pas faite, cette expérience, si nous ne l'avions pas vécue, on aurait toujours regretté de ne pas l'avoir faite. Il en ressort toujours quelque chose de positif. Je peux dire que je sais ce que c'est que de créer une société de dessin animé. Durant plusieurs années, Astérix ne reçut plus aucune proposition cinématographique. Il n'en chôma pas pour autant et continua de vivre de trépidantes aventures, tant au sein de son village que sous des cieux plus lointains. Et puis Gaumont prit la relève, produisant 3 longs métrages qui firent date. Panoramix, je crois bien que les Romains ont encore fait du vilain. Après la sortie d'Astérix et le coup du menhir, Astérix continua d'être la vedette de dessins animés. Pourtant, Gaumont se retira de la partie, laissant les rênes du projet aux Allemands. Le producteur a créé un studio d'animation à Berlin, qui a posé des problèmes parce que là encore, il y avait toute une construction à faire dans laquelle moi je ne pouvais pas m'immiscer parce que c'était pas mon rôle. Il y a eu un chef de production qui avait certaines valeurs, mais qui avait surtout des gros défauts, que je voyais apparaître, moi, par exemple, quand il m'expliquait ce qu'il allait faire dans les gags. C'était des gags d'Aziz Tagros à rigolade, mais c'était pas du tout drôle, c'était plutôt même quelquefois un peu libidineux, donc il fallait réagir là-dessus. Ce qui fait que ce film, je l'ai mal ressenti. Il y a eu des bons côtés du film et d'autres beaucoup moins. Il y a eu des moments d'animation très bien faits, hein, très bien faits. Il faut reconnaître quand même que certains animateurs ont donné beaucoup là-dedans. Mais bon, ça aurait peut-être pu être un peu mieux, si ça avait été mieux compris à la tête. Il y avait déjà une distance qui faisait que c'était moins facile pour nous d'être tout le temps à Berlin, vérifier, etc. Cela dit, le film, au niveau qualitatif, était extrêmement bien réalisé. Mais c'est vrai qu'au cours de la réalisation, ça a été un petit peu plus difficile. Yannick Piel, qui avait porté à bout de bras les 3 dessins animés produits par Gaumont, fut invité à sélectionner 2 albums pour en tirer un scénario. Le seul album qui permettait d'éventuellement toucher un tout petit peu une partie du public américain, c'était celui qui le concernait. Et Astérix en Hispanie donne un personnage de gamin qui est au fond assez moderne.
Et donc celui-là permettait des gags, une relation assez naturelle du spectateur au petit héros sur l'écran. Donc ça me paraissait quelque chose qui pouvait donner un bon mélange. Voilà. Donc j'avais écrit ça. Quand la chose est partie en Allemagne, là, c'est là où je me suis rendu compte que Jürgen von Radbö n'était pas un producteur. C'est qu'il n'a pas accepté mon scénario, quelque critique que ce soit. Il ne savait toujours pas que c'était moi. Mais les scénarios déjà acceptés par Albert Uderzo. Il ne l'a pas accepté et a voulu faire réécrire autre chose. En gardant l'idée du marché américain, qui est un peu un miroir aux alouettes, et qui est un gros risque surtout. Et en le confiant à des scénaristes allemands. Ça a foiré. Finalement, les Allemands se contentèrent de s'inspirer de quelques passages de la Grande Traversée, délaissant les Vikings pour mieux se concentrer sur les Indiens. Le réalisateur Gerhard Hahn renforça sa structure en faisant appel à quelques artistes ayant travaillé chez Gaumont. Moi, à l'époque, j'avais pas de travail d'animation. Donc, quand ils m'ont proposé ça, et surtout quand il m'a montré combien il était prêt à me payer, j'y vais. Parce que c'était quand même, à l'époque, c'était assez important. Et quand je suis arrivé, bon, j'ai découvert des studios splendides, dans un cadre magnifique. Mais malheureusement, il y avait pas l'équipe, quoi. Il y avait il y avait un Irlandais, il y avait quelques Hongrois, il y avait des Polonais, mais vraiment, c'était pas les gens qui pouvaient faire le film, quoi. Le bateau allemand prenait l'eau de toutes parts, alors que la fabrication du film aurait dû durer 2 ans, afin de coïncider avec le 500e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, elle s'étala sur 5 ans. Il faut dire qu'il y eut beaucoup d'incompréhension de la part des concepteurs d'Outre-Rhin. On était parti avec mon père à Berlin. On sentait quand même que l'ambiance était un peu tendue, donc on n'a pas voulu laisser mon père aller seul à Berlin. On installe mon père et on visionne des séquences. On voit une scène où Obélix et Astérix et Idéfix se promènent dans la forêt. Le petit chien a besoin de se soulager. Et derrière, notre ami Obélix qui fait la même chose que le chien. Alors là, on s'est regardé. Et puis moi, je le regarde, je vois mon père, je vois qu'il blêmit. Et comme il parle pas anglais, il nous dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est pas possible. » Alors on commence à dire « Non, attends, t'inquiète pas, on va expliquer. » Et on demande d'arrêter la projection et de dire que ça peut pas. Le chien, d'abord, même si on imagine bien qu'un chien fait ça, on n'a pas besoin de voir l'écran, ça n'apporte rien, et qu'Obélix encore moins. Et ben enfin, vous comprenez rien à l'humour, etc. Donc mon père s'est pris une grande claque en disant que c'était pas possible d'enlever. La scène était réalisée, que le coût a été extrêmement élevé et qu'il n'était pas possible de la retirer du film. J'avoue que la séance est rapidement terminée et qu'on a retrouvé mon père au bar de l'hôtel à minuit en train de se boire un whisky. C'est tout juste, il n'a pas bu la bouteille, il a fallu l'arrêter et le coucher tellement il était démoralisé. Il m'a dit « Je prends le premier avion, je m'en vais, j'abandonne, je ne suis plus, ce film c'est plus mon film, etc. » Dans les choses qui ont été coupées, et dont j'ai pu me rendre compte, parce que j'en ai sûrement beaucoup que je n'ai pas vu, il y avait des blagues d'un goût douteux. Effectivement, le poisson qui ressortit pourri des brèmes d'Obélix, ça sent mauvais comme humour. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis avec le réalisateur à ce moment-là, parce que là, il y a eu une grosse colère et de dire on arrête tout. Si c'est ça, et mon père a dû expliquer que l'auteur d'Astérix c'était lui et pas le réalisateur, et qu'il fallait que les choses soient très très claires. Le résultat fut surprenant et largement inégal. Je pense qu'ils ont fait des choses très belles. C'est assez inégal, mais ils ont fait des très belles choses. Comme la séquence de l'orage sur la mer, je pense. Ils avaient marié très bien l'ordinateur avec la 2D classique. Ils n'ont pas fait ça d'un point de vue cinématographique. Réellement. Ils l'ont plus fait d'un point de vue industriel, en faisant fabriquer des bouts. Et ils n'ont rien compris à la complexité culturelle d'Astérix. Donc ils sont plantés à tout niveau, financièrement compris d'ailleurs. Par la suite, Astérix continua son formidable parcours cinématographique, mais plus sous la forme de dessins animés. Pourtant, l'animation revint à la charge. M6 se mit sur les rangs pour produire un 8e dessin animé de long métrage dont la fabrication fut confiée au studio A-Film. Ils nous ont demandé à une maison de production déjà connue qui est à Copenhague de réaliser le film, donc un studio qui existe déjà, le studio A. Et voilà, l'aventure est partie, mais ils ont donné vraiment les moyens à
à ce projet de se réaliser? J'ai beaucoup moins de problèmes avec les Danois actuellement, puisque c'est en Danemark que le film se fait. On le voit par les Ross qui nous envoient. Il est rare que je demande à ce qu'il y ait une petite transformation d'un trait. Un film d'animation sans budget, ça ne peut pas exister. Donc c'est vrai qu'il faut de l'argent, une grosse production, et puis des animateurs de talent, une histoire, un scénario. Je pense que le scénario de base doit être très 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 bien étudié, parce que c'est vrai que d'adapter un album au cinéma, ça demande justement une adaptation particulière, et puis d'excellents animateurs. Ça, c'est pas ça qui manque à travers le monde, je crois. Pour le scénario, il fut décidé de s'inspirer essentiellement de 2 albums, Astérix et les Normands et, dans une moindre mesure, La Grande Traversée, dans lesquels apparaissaient de solides gaillards venus du Nord. C'est un choix qui a été fait par les coproducteurs. Ils ont fait le mariage des deux, en rajoutant justement des personnages nouveaux, que j'ai accepté parce que ça collait très bien dans l'histoire. Il y a une jolie petite viking avec une petite historiette d'amour avec Gaudurix, qui a un rôle plus important justement dans le film qu'il en avait dans l'album. Voilà, vous savez tout. Je vous dirai pas plus d'ailleurs parce que sinon... Cela fait maintenant plus de 40 ans qu'Astérix a fait ses premiers pas en dessin animé. Ce surdoué dans bien des domaines déborde toujours d'énergie et de vitalité. Il n'a pas fini de surprendre sur grand écran, d'autant que les bonnes histoires transposables en dessin animé ne manquent pas. Il y a plein d'albums qui feraient un film extraordinaire. C'est pour ça qu'on n'a pas dit notre dernier mot, c'est pas fini. J'espère qu'il y aura d'autres aventures comme celle-là. Hein. Il faut. Allez, on rentre au village.